septembre 1970. Normandin devient la première télévision communautaire en Amérique du Nord. À l'origine, la télévision communautaire nous a été présentée comme un outil permettant la communication de nos expériences. Aujourd'hui, parce que des gens y ont cru et parce que des gens se sont procurés les outils nécessaires à l'enregistrement, nous vous la présentons comme un témoin audiovisuel d'un passé vécu. Vous verrez ce soir d'anciennes émissions, toutes réalisées à Normandin. Mais auparavant, voyons l'ouverture de ce qu'était alors TVC3 par son président fondateur, M. Gérald Bélanger. Et bienvenue à cette première soirée d'émission à l'antenne du géant, le Canal 3, le tout dernier-né des postes de télévision, opérant sur antenne communautaire au service exclusif des populations de Normandin, Saint-Edmond, Saint-Thomas, Girardville et Albanel. Nous souhaitons que les quelques moments que vous passerez en notre compagnie vous soient des plus profitables et des plus agréables. Qu'il s'en est passé des choses ces derniers jours à Normandin et dans le secteur. Que de gens ont défilé devant nos caméras, en studio ou à l'extérieur. Que de gens bénévoles furent mobilisés pour réaliser cette première série d'émissions et toutes les autres qu'il vous sera donné de voir dans les prochains jours. En temps opportun, au cours de la soirée, on vous exposera les différentes parties de cette première soirée d'émission et on vous présentera les différentes équipes qui ont contribué à sa réalisation. Un projet d'une telle envergure exigeait des équipes bien structurées, des équipes dynamiques, en un mot, de véritables bourreaux de travail. Il me fera plaisir de vous les présenter tout à l'heure. Il est temps maintenant de nous poser quelques questions et même de tenter d'y répondre. Où donc a germé l'idée d'une telle réalisation? Par quel mécanisme ce projet d'abord confus et quasi inabordable est-il devenu une réalité bien concrète? Il fallait à la base, et vous en conviendrez, une personne au génie bien tourné, si on peut s'exprimer ainsi, une personne, dis-je, capable de prendre le taureau par les cornes et de ne pas craindre à se lancer dans cette aventure renversante. Cette personne n'aurait pas besoin de présentation, puisque sa réputation, sa personnalité, son dévouement inlassable, son esprit d'initiative sans borne ont depuis longtemps dépassé les limites du secteur de Normandin. Sans plus tarder, il me fait plaisir de céder l'antenne à cette personnalité que vous brûlez de connaître et je vous présente M. Gérald Bélanger, directeur général de l'élémentaire à la commission scolaire du secteur de Normandin. M. Bélanger, à vous les ondes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers citoyens de Normandin et du secteur, à vous qui avez atteint l'âge d'or, à tous ceux qui sont dans le plein feu de la vie, adultes et jeunes travailleurs, à vous, étudiants du secondaire, de l'élémentaire et des classes spéciales, à vous, les tout jeunes que la télévision fascine déjà, à Jean-François et à Jeanne particulièrement, bonsoir, et que cette première émission vous soit un hommage bien spécial. Mais permettez que ce soit une personne bien plus simple et bien près de vous que le génie qu'on vous a annoncé et qui vienne vous présenter cette expérience nouvelle et unique
au pays d'un circuit de télévision communautaire. Le premier à qui nous devons cette expérience, c'est bien ce travailleur original à l'imagination fertile qu'est M. Alfred Picard. Et nous voilà lancés dans le plein feu de l'action. Mais qu'est-ce exactement que le Canal 3, le géant du secteur de Normandin? C'est une expérience que, bénévolement, nous avons voulu offrir à la population de chez nous, afin qu'ensemble, les divers groupements qui composent cette société étudient les possibilités d'un système de télévision bien à nous pour nous aider à mieux communiquer entre nous, à resserrer les liens qui nous permettront de mieux travailler ensemble. C'est un instrument moderne quant à son originalité chez nous, et ce moyen peut nous aider de façon totalement unique à progresser socialement et économiquement. Songez seulement, pour parler d'un domaine que je connais un peu mieux, aux multiples possibilités de la télévision en circuit privé pour atteindre d'un même coup plusieurs classes ou plusieurs écoles du secteur afin de faire bénéficier plus d'élèves d'une meilleure qualité éventuelle de l'enseignement. Mais je suis tenté de laisser mes feuilles pour continuer d'échanger avec vous. D'ailleurs, ce n'est pas un grand poste. Et c'est surtout un instrument pour se parler entre nous. Vous le verrez bien, ce sont des gens de chez vous, de votre entourage, peut-être vous-même, qui, au cours de la semaine, alimenterez les émissions de notre réseau. Le réseau, oui. Bien sûr, c'est une expérience restreinte pour le moment. Seulement, les abonnés au câble de Normandin peuvent prendre les émissions. Mais cela, c'est un début. Cela, c'est tout simplement une question que nous posons. Pourrait-on aller plus loin? Le secteur, ce n'est pas que Normandin. Et d'ailleurs, il existe à Saint-Thomas, il existe à Girardville, ce même câble, qui n'est pas relié actuellement avec celui de Normandin. Mais il y a tellement peu de choses d'impossibles aujourd'hui. Voilà la question lancée. Les autorités de tout ordre du milieu, les groupements sociaux, les organismes, les gens de toutes conditions qui seront frappés par cette expérience de cette semaine, tous ces gens sont appelés, sont invités à en parler, à s'asseoir autour de la question et à permettre que le projet, s'il s'avère rentable, permette que le projet aille plus loin. D'ailleurs, pour utiliser un mot d'un des collaborateurs qui permet que cette émission se réalise, la dernière émission de la semaine, puisque vous connaîtrez tout à l'heure, ou au cours de la soirée, la programmation globale de la semaine, la dernière émission de la semaine, il faudrait réellement que ce soit la première émission de la continuité du géant, le Canal 3, à Normandin. À tous ceux qui permettent que cette semaine se réalise,
à tous les gens qui accepteront de venir exprimer la vie du secteur ici, à cette table, dans ce studio, ou même chez vous, quand nous pourrons, avec des équipes techniques, aller vous prendre chez vous, eh bien, à tous ces gens, il faut dire merci de pouvoir offrir par votre participation, pouvoir offrir à la population l'exemple de ce qu'est de la télévision de chez nous, de la télévision bien à nous. Il me semble que le message est lancé. J'ajoute seulement un mot. Ce n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, de la grande télévision. Il y aura peut-être un fonctionnement technique moins parfait que les grands postes que vous connaissez. Nous ne voulons pas rivaliser. Nous voulons simplement offrir le véhicule qui permettra le dialogue. Je remercie donc les programmateurs et Régent qui m'ont offert cette première séquence pour vous adresser la parole et je vous dis bonne semaine au Canal 3, le géant. La parole à ceux qui ont fondé le pays, les vieux de Normandin. Ils évoquent quelques souvenirs tantôt émouvants, tantôt amusants. Quand on arrivait à Saint-Prime, c'était la nation de Scott, ça. Il y avait un fort de blanc. Ça j'étais bien jeune, moi. C'est la première qu'on l'a vu, nous autres, à Saint-Prime. Oui, bien sûr. Oui, il était un des premiers, oui. Scott de Paris-Boncourt, oui. C'est la première qu'on l'a vu, ça. Il y avait le postillon qui menait le mal de 5 heures de Marie à aller à la station de Berville. Et puis, son nom, c'était Petit Jean Labitte. Il l'appelait Petit Jean Labitte. Ça fait que, puis lui, ben, il haïssait pas ça, se faire nommer comme ça. Je sais pas pourquoi, mais toujours, il dit, je pars dans le mât. D'un coup, il dit, j'étais dans une route. Il dit, j'attends crier, poum, 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 poum. Puis il dit ça. Il dit, je regarde en arrière de moi. Ah, il dit, monsieur, il dit, c'est pas ça. Il dit, je me mets au côté, il y avait 3 ou 4 chevaux sur son omnibus. Hein. Mais il dit, mais il faut prendre la peur. Puis il dit, après ça, ça court, monsieur. Puis il dit, me voilà, il dit, rendu, il dit, après la clôture. Ensuite, il dit, ça a passé, ça, cette affaire-là. Il dit, le diable était en avant, puis il dit, la peste en arrière. Fait qu'il dit, j'ai dit, pince-toi donc un peu, petit Jean, pour voir si t'as ta connaissance, ou bien, après que ça a été passé. Toujours, il dit, je me pince un peu les cuisses, puis ça me faisait mal. Il dit, je suis pas sans connaissance. Il dit, c'est quelque chose que j'ai vu. Puis il dit, j'étais pas capable de courir en arrière pour le suivre. Mais il dit, rendu à la station de Berville, il dit, j'ai vu quoi ce que c'était. Oui, ces 4 chevaux, écoute un peu, il avait eu peur. J'ai vu des vieux dire, moi, qu'il y a 2 vieux qui venaient chez nous. Puis on avait un véranda chez nous, puis c'était bâti en pièces. Puis mon défunt père s'appelait Tifred. Il venait chez Tifred. Puis ils se rencontraient, puis ils recevaient les journaux, tous les deux vieux. Il y en a un qui disait à l'autre, il a-tu lu ton journal? Puis il bégayait, puis il avait de la grande barbe comme ça. Puis il dit, t'as-tu lu ton journal? Et il dit oui. Il dit, comment ça se fait? Il dit, targue de maudit. Il dit, tu reçois les journaux, il dit, c'est très bien. Tu les lis, il dit, c'est encore très bien, mais targue de maudit. Tu m'apprends jamais de nouveau. Il dit non. Il dit, t'as-tu vu ça sur le journal? Est-ce qu'il s'en vient, là? Le vieux dit non. Il dit, petit bonhomme, j'avais 11 ans, monsieur ça. J'ai remarqué ça comme je le compte. Il dit, bonhomme, marque bien les paroles que je te dis là. Il dit, il s'en vient des affaires qui vont marcher dans le chemin, pas de chevaux. Et dans certains pays, ils sont après, ils vendent tout ça. Il dit, oui. Il dit, comment ça va marcher? Ah!
Il dit, avec qui est-ce que ça va marcher? Ben, il dit, ça va marcher au charbon, suppose. Ben, on dit à l'huile de charbon, hein, au bois. Il dit, comme les chars, par exemple. Il dit, vois-tu, ça va marcher comme les chars, probablement. Il dit, les chars, dans ce temps-là, marchaient au charbon, marchaient puis au bois, voyez-vous. Ça fait que le vieux dit, oui. Ben, il dit, petit bonhomme, tu vas voir ça. Il dit, ces affaires-là. Il dit, ça va marcher dans le chemin pas de chevaux. Puis il dit, ça va mener du monde. Puis il dit, ça va être une petite voiture, il dit, qui va être sur des roues. L'autre dit, comment ça va s'appeler? Ah! Il dit, je sais pas comment que ça s'appellera. Mais dans certains pays, ils sont après, ils inventent ça, là. C'est l'automobile, monsieur. Aujourd'hui, c'est bien changé, ces vieux-là, soudain, là. Au lac Saint-Jean, c'est Scott qui a eu la première. Et voilà. Ben, c'est... Ouais, Ça s'est changé, tout cas, qu'on serait plus capable d'en travailler, moi. Ah, vous avez travaillé longtemps aux automobiles, M. Lamontagne? Hein? Vous avez travaillé longtemps sur l'automobile, M. Ah oui, Lamontagne? oui. Hein? Dans votre garage ici, là? Oui, oui. On va bien partir de la randonnée aussi. C'est des règnes? Oui, puis des lignes aussi, hein. Faire une machine aimantée aussi, les magnétos, là. Tu te rappelles-tu? Non. Elle a encore. Comment est-ce que tu as réparé de batterie? Des batteries? Des batteries. Tout ça, de choses. Quand on va plus en pique, moi, j'étais pour crever de faim, là, on sortait une patente pour travailler pour gagner notre vie. C'est ça, mais c'est pas ça, Dominique. C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. Tu vois quoi? Moi, aller dans le bois, on va aller réparer les tracteurs, les boules. Quand les autres étaient plus capables, puis moi, j'y allais, puis je ne manquais pas mon coup, je m'en venais tout le temps, puis ça marchait. La meilleure malédiction de nos capacitations normandais. Ils viennent me marcher encore, par exemple, des fois, par exemple. Je fais des troubles. Un bon coup ici, t'étais pas ici, toi, quand tu vas manquer s'empoisonner, là. Tu y étais, t'étais pas là. Il faisait marcher du engin gasoline, puis l'exhaust restait dans la bâtisse. Madame. Fait que tout d'un coup, ben, c'est nu que ça sentait. Moi, j'étais 3, 4 ans, boutique ici. Tout d'un coup, nous l'embrasse, nous voilà quasiment comme du monde embrasse. J'ose la mentait à lui. Ah, il dit, ben, bon, je la mentais. T'es malade. On va à la maison chez nous, puis ma femme nous donne un coup de lait. Pour commencer à penser que c'était pour rire. Mais c'était ça, on était empoisonné. C'est fixé par l'excès de carbone? Oui, par le carbone. Moi, je veux dire, Ahmed m'avait donné un verre de brandy, moi, je pense. Ça m'avait fait du bien. Avec du lait. Oh, t'es malade. On va commencer ici à travailler, moi, dans cette boutique-là. Eh bien, mes amis, on vous remercie encore une fois. Puis avec vos souvenirs, on peut écrire un gros livre sur Normandin, je pense. Hein? Oui, puis ça va pareil, nos femmes vont rire, nous autres. Merci beaucoup, mes amis. Portez-vous bien. Il faut que tout le monde s'amuse. Bonjour. Nous débutons aujourd'hui une nouvelle série d'émissions qui s'intitule Œillet et chrysanthème. Le but de cette émission est de vous renseigner sur les différentes méthodes qu'on retrouve en horticulture ornementale. Vous savez que l'horticulture, c'est la science qui s'occupe de la culture des fruits, des légumes, des fleurs et des plantes d'ornement. Alors, au cours de cette émission, nous allons étudier ensemble les diverses méthodes, par exemple, comment on fait pour conserver des belles plantes à l'intérieur de nos maisons, comment on fait pour avoir une belle ornementation dehors, soit par des fleurs, soit par des arbustes, soit par des arbres, ou tout simplement comment on peut s'organiser pour avoir une belle pelouse à peu de frais. Vous savez qu'on dit souvent que l'ornementation, ça coûte cher, c'est complètement faux. On verra ça au cours des émissions subséquentes, que l'ornementation, c'est quelque chose qui peut être très peu dispendieux, à condition de bien vouloir en faire. Alors, comme première émission, disons qu'on va regarder ensemble dans quoi on peut conserver des fleurs ou des plants à l'intérieur. Souvent, on peut aussi bien conserver ça dans une chaudière ou dans une boîte de bois.
ce qui n'est pas toujours l'idéal. Alors, on va regarder ce soir les différentes sortes de pots qu'on a à notre disposition. On a d'abord deux grands groupes de pots qui nous servent pour garder nos plants dans nos maisons. On a d'abord le pot en terre cuite, qui est le traditionnel pot, si vous voulez, qui est fait de terre pressée et cuite, qui est très cassant, mais qui a quand même l'avantage d'être très poreux et qui laisse passer beaucoup d'air à travers les parois, ce qui est très bon pour les racines. Vous avez, comparativement à ce pot de grès, les pots de plastique. Les pots de plastique ont l'avantage d'être beaucoup moins fragiles que le pot de grès, mais par contre ont aussi le désavantage d'être beaucoup moins poreux par leurs parois et, ce faisant, laissent passer beaucoup moins d'air pour, si vous voulez, stimuler la croissance des racines. Parmi les pots, maintenant, on en a de deux hauteurs. On a d'abord la hauteur standard, telle qu'on voit ici, et ce qu'on appelle la hauteur azalée. Vous avez deux pots exactement de même diamètre. Vous savez que quand on parle d'un pot, on le mesure toujours par son diamètre et non sa hauteur. Alors ici, on a exactement deux pots de 6 pouces. Un est beaucoup plus court que l'autre, c'est le pot azalé, alors que celui-ci est le pot standard. Pourquoi maintenant on utilise deux sortes de pots? Bien, le pot azalé va servir surtout, lui, à faire de la culture de bulbes, par exemple bulbes de tulipes, comme vous achetez au temps des fêtes, ou des plantes qui vont demeurer très peu longtemps dans des pots. Plantes qu'on va retrouver au temps de Noël, par exemple, comme les cyclamènes de Perse, les poinsettias ou l'azalée. Alors, qu'est-ce qui nous fait opter pour un ou pour l'autre de ces pots? C'est tout simplement notre préférence et surtout les besoins de la plante. Ça va de soi qu'on en a de différentes grandeurs. Vous avez ici le plus petit pot qu'on peut retrouver, disons, en plastique. C'est un petit pot de 1 pouce ou 1 pouce et quart de diamètre. Alors, nécessairement que vous ne planterez pas là-dedans un palmier ou un oranger. Alors que vous pouvez monter jusqu'au pot de 14 pouces, les plus gros, comme ici, qu'on a soit en plastique ou en terre cuite. Disons que les pots de terre cuite ne se fabriquent pas dans les tout petits pots là, de 1 pouce ou 1 pouce et quart, mais ils vont se fabriquer jusqu'à 14 pouces ou 16 pouces dans les gros pots. Vous avez maintenant sur le marché une autre forme de pot qu'on appelle le pot de tourbe. Le pot de tourbe, en fait, vous l'avez peut-être connu sous le nom de pot de papier mâché. En fait, c'est de la tourbe pressée, à l'intérieur de laquelle tourbe on a inclus un engrais la plupart du temps. Alors, l'avantage de ce pot-ci, c'est que si, par exemple, à l'intérieur d'une maison, vous semez des concombres ou des tomates pour les cultures plus hâtives, vous placez à l'intérieur de ce pot de tourbe le plant qui est repiqué, c'est-à-dire qui est transplanté, et au moment de la plantation dehors, bien, vous mettez directement le pot de tourbe en terre. Alors, ça évite à ce moment-là de briser les racines et ce pot-là, à la longue, va se décomposer. Les racines vont tout simplement passer au travers de ce pot de tourbe et en même temps vont être capables de puiser de l'engrais. Maintenant, qu'est-ce qui détermine la grosseur d'un pot? Ce qui détermine la grosseur d'un pot, en fait, ce sont les besoins de la plante et surtout la grosseur de son système radiculaire. Imaginez-vous, par exemple, que vous avez besoin de transplanter un palmier ou un cactus. Bien, on sait que le cactus est une plante qui pousse très lentement et qui exige d'avoir des conditions quand même assez régulières qu'on parlera dans les émissions qui vont suivre. Bien, le cactus, il serait impensable, à moins d'avoir un très, très gros cactus qu'on aurait été chercher dans les déserts, de planter ça dans un pot comme celui-ci, un pot de 10 pouces. Alors, on choisit à ce moment-là un pot qui est beaucoup plus petit, soit un pot azalé ou un pot standard de 6 pouces, peut-être, ou même moins, d'un pot de 4 pouces, comme on peut retrouver ici, sous forme carrée. Mais on peut avoir le même pot de 4 pouces sous forme ronde, lequel pot peut nous servir à transplanter un cactus qui aura toujours un très petit système radiculaire. Supposons maintenant que vous décidez de vous semer un oranger dans la maison.
Alors, vous commencez à semer ça soit dans une caissette qu'on appelle, qui est une boîte où on sème plusieurs grains d'orange, mais à un moment donné, vous allez le transplanter dans un pot plus grand. Bien, il n'est pas nécessaire, au moment où vous partez du premier semis, là encore, de tomber dans le plus grand pot. Bien, vous pouvez passer par les pots intermédiaires. Disons, commencer par un pot de 4 pouces pendant un bout de temps, monter au pot de 6 pouces, grossir graduellement pour en arriver finalement à avoir un pot de 12 ou 14 pouces. Ce sont donc les besoins de la plante qui vont déterminer la grosseur d'un pot. Et il faut bien se mettre dans l'idée qu'on ne plante pas un bouquet dans un pot parce que le pot est beau. Il se vend sur le commerce actuellement beaucoup de beaux pots de plastique ou de belles urnes dans lesquelles souvent on place des bouquets à tort. Tout simplement parce que la plante n'est plus capable, par ses racines, de respirer. C'est le désavantage du pot de plastique pour un plant qui doit demeurer ou séjourner longtemps à l'intérieur de ce pot. Alors, il est beaucoup plus préférable pour les pots qu'on garde longtemps de les mettre dans des pots de grès. Mais vous allez me dire, j'entends tout de suite la remarque, mais le pot de grès, à la longue, il se détériore, il est moins beau. D'accord. Mais on peut, sans faire de dommage à la plante, le recouvrir d'un papier métallique quelconque, de couleurs variées, tout en tenant, à ce moment-là, même si le pot est recouvert, votre plante en excellentes conditions. Disons qu'on résume maintenant quelques conditions essentielles pour garder des bouquets dans une maison. Il y a une croyance qui dit qu'on doit arroser les bouquets souvent. Alors, il est complètement faux de dire qu'on doit arroser les bouquets souvent. On est mieux de les arroser moins souvent, mais plus à la fois. Pour une raison très simple. Imaginez-vous un bouquet qui est dans un pot qui est très grand. Alors, vous l'arrosez très peu, à la fois, mais souvent. Alors, l'eau va descendre très peu profond dans le pot, de sorte que le système radiculaire n'aura pas besoin d'aller chercher l'eau loin. Alors, si vous arrosez moins souvent et beaucoup, l'eau va traverser le pot complètement, ce qui forcera nécessairement les racines à descendre plus profondément, et à ce moment-là, le plant aura un meilleur système radiculaire. Il y a beaucoup d'autres théories. Par exemple, nos grands-mères disaient « Conservons l'eau de vaisselle pour arroser les bouquets, c'est excellent. » Alors, on parle beaucoup de pollution de l'air aujourd'hui. Il ne faudrait pas commencer quand même à polluer nos bouquets en jetant sur nos bouquets une eau d'abord qui est très sale ordinairement, qui contient du savon et des produits qui parfois peuvent être toxiques pour les plantes, et toute une foule de petites particules d'aliments qu'on retrouve là-dessus. Les feuilles de thé, c'est la même chose. Il reste un fait pour les feuilles de thé, c'est qu'à la longue, les feuilles de thé peuvent se décomposer et ça fait de la matière organique, de l'engrais, autrement dit. Mais on reparlera d'engrais et il y a des produits qui sont beaucoup plus avantageux et beaucoup plus sûrs que les feuilles de thé. Une autre condition maintenant que nos plantes ont besoin, surtout à ce temps-ci de l'année, c'est de lumière. La lumière, ça veut dire en quantité. Vous savez qu'une plante qui est placée dehors l'été a beaucoup de lumière. L'énergie lumineuse, disons, la plus grande source, c'est le soleil. L'hiver, le soleil, disons, dans nos maisons, est beaucoup moins fort. Alors, il faut essayer de donner à nos plantes le plus de lumière possible. Comment on va leur en donner? Bien, d'abord, la première condition, c'est de les approcher le plus possible d'une fenêtre. Un bouquet peut être très beau sur un réfrigérateur, mais si le réfrigérateur en question n'est pas devant une fenêtre, bien, à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que la plante va manquer de lumière et tout simplement mourir probablement. Alors, la lumière, donc, est une condition essentielle. L'arrosage aussi est une condition essentielle. Et il y a d'autres remarques qu'il faut faire aussi. Il faut éviter, autant que possible, de placer des bouquets près des bouches de chauffage, les bouches à air chaud. Pour la raison très simple que les bouches de air chaud créent continuellement des courants d'air qui vont faire transpirer la plante. Parce que vous savez qu'une plante transpire, donc elle rejette une certaine quantité d'eau par son feuillage. Alors, le changement continuel d'air va faire transpirer une plante beaucoup plus qu'elle ne le devrait normalement. Alors, il faut éviter ceci parce qu'on risque que la plante peut manquer d'eau à un moment donné. Une autre chose qu'il faut éviter, c'est de placer les plantes dans les courants d'air.
Vous allez me dire, une plante ne peut pas attraper le rhume. C'est très vrai. Mais au point de vue, si vous voulez, de son organisation, la plante, elle n'attrape pas un rhume comme tel, mais elle peut tout simplement attraper un refroidissement. Alors imaginez-vous, par exemple, que les orangers ou les cactus ou toutes les plantes tropicales vont pousser dans des climats qui sont beaucoup plus chauds que le nôtre. Alors ces plantes-là, n'étant pas habituées à des climats froids ou à des courants d'air froid, ont beaucoup plus de chances de mourir que si vous les placez dans un endroit qui est chaud. Alors disons qu'on résume les conditions essentielles pour bien garder une plante en appartement. D'abord, lui fournir suffisamment d'eau. Ce n'est pas le nombre de fois qui compte par semaine, mais la quantité qu'on lui met. Alors là encore, il faut tenir compte aussi un petit peu des conditions de la plante. Vous savez que dans un désert, un cactus ne demande pas beaucoup d'eau. C'est pas parce qu'il est rendu dans la maison qu'il va en demander plus. Alors l'eau est une première condition. La lumière est la deuxième grande condition qu'il faut respecter. La troisième condition, c'est la situation. Là, éviter les courants d'air, éviter les prises de chauffage qui créent des déplacements d'air trop brusques. Alors, au cours de la semaine, si le cœur vous en dit, vous pourrez écrire. On va avoir une formule de courrier où on essaiera de répondre à vos questions. Alors, dans vos lettres, vous devrez, autant que possible, nous donner le plus de détails possible. Je prends un exemple d'une lettre qui serait incomplète. Vous nous dites « Ma plante est jaune et elle est en train de mourir. Qu'est-ce que je dois faire? » Bien, d'abord, il faudrait essayer autant que possible de nous donner quelle sorte de plante vous avez et de nous décrire un petit peu les conditions dans lesquelles cette plante-là est placée. Est-ce qu'elle est à l'obscurité ou est-ce qu'elle est en pleine lumière? Est-ce que vous l'arrosez souvent? Est-ce qu'elle est bien plantée? Est-ce que vous lui avez mis de l'engrais depuis longtemps? Alors, c'est autant de conditions ou de petits détails que vous devez donner, autant que possible. Alors, pour nous rejoindre, vous n'avez qu'à adresser ça au titre de l'émission, Œillet et Chrysanthème, case postale 130, Normandin. Si vous ne vous souvenez plus du titre du programme ou de la case postale, il vous suffira d'adresser ça tout simplement à mon casier postal ou à mon adresse à Normandin, Jocelyn Michaud, Normandin, comté de Roberval, et on s'efforcera autant que possible dans les semaines subséquentes de répondre à vos questions. Et en même temps, vous en profiterez sûrement pour nous faire des suggestions. Alors, c'est tout pour cette semaine. Nous vous convions donc la semaine prochaine à une autre émission de Œillet et Chrysanthème. Bonjour. De la télévision, c'est s'exposer à un moment ou un autre à des critiques parfois acerbes. Une critique qui dépasse souvent la simple appréciation de la forme, de la réussite technique. La télévision est perçue comme une arme, comme un instrument puissant à sens unique. Le public ou ses représentants élus peut donc être choqué de l'utilisation que la minorité, c'est-à-dire ceux qui produisent, ceux qui ont le doigt sur la gâchette, fait de la télévision. Une telle émission ou partie d'émission apparaît étrangère aux préoccupations réelles des gens, orientée abusivement ou même, par moments, abrutissante, sinon aliénante. Parallèlement à cette télévision traditionnelle, la nôtre, se développe la câblo-diffusion, c'est-à-dire la production d'émissions diffusées sur un ou plusieurs des réseaux de câbles qui atteignent déjà au Québec 20% de la population. On sait que le Conseil de la radio-télédiffusion canadienne encourage fortement cette télévision complémentaire, allant même jusqu'à obliger un propriétaire de réseau de câble à mettre un canal à la disposition d'un ministère de l'Éducation qui en fait la demande. Une équipe de Format 60 a voulu assister à la naissance d'une expérience de câblo-diffusion assez particulière, une télévision qui n'est pas à sens unique. Pour cela, Format s'est rendu fin novembre à Normandin, village du Lac-Saint-Jean, à quelques 200 000 au nord de Québec. L'expérience concerne beaucoup plus que le centre de Normandin, village et paroisse, qui compte 4 000 habitants. Elle veut rejoindre ce qu'on appelle là-bas un secteur, soit en plus de Normandin, village et paroisse, Albanel,
villages et paroisses également, Gérardville, Saint-Thomas, Didyme et Saint-Edmond-des-Plaines. Au total, près de 10 000 habitants. Là est donc née cette expérience pilote de télévision dite communautaire, la communauté étant ce secteur de 10 000 personnes. C'est une entité qui permet de regrouper suffisamment de ressources humaines et matérielles, mais dont les dimensions sont assez restreintes pour que chacun puisse s'y retrouver aisément, pour que chacun puisse se sentir impliqué. On souhaite que cette expérience pilote, qui n'avait pas vraiment débordé le territoire de Normandin-Village en octobre, donc n'avait pas encore atteint tout ce secteur, serve de modèle pour les autres secteurs de la régionale Louis-Aymon, qui est doté d'un budget de 8 millions de dollars, qui réunit 8 000 élèves, près de 500 professeurs et 4 000 adultes au niveau de l'éducation permanente. Louis Martin est arrivé à Normandin au moment où l'on en était à consolider le noyau implanté à l'automne, c'est-à-dire le poste Le Géant, le Canal 3. On y procédait à la formation technique des membres de la communauté intéressés à produire des émissions et on mettait au point des structures de participation susceptibles d'attirer le plus grand nombre possible de gens de ce secteur. On verra que, même en circuit fermé, la télévision n'est pas à l'abri de toute critique. Lorsque le premier téléviseur est arrivé à Normandin dans les années 50, les villageois se sont précipités chez son propriétaire. C'est le même enthousiasme qui a présidé à l'avènement de la télévision communautaire, comme si les gens du coin redécouvraient la télévision. Le réseau de câbles apparaît ici comme le pendant aérien de ces autobus scolaires qui sillonnent la région matin et soir à l'heure des grands jaunes, comme on dit ici. Ça n'est plus seulement affaire de communication cependant, mais de participation. Dans cette équipe de travail qui effectue un reportage à Dolbeau avec un équipement peu coûteux et facile à manier, sont réunis un médecin, une étudiante, un chômeur et un retraité. Il faut que la caméra tombe dans la bonne focale pour prendre tout le groupe, d'accord? Alors, docteur Simard, je peux vous interrompre quelques secondes? Ah oui, bonjour. Alors, écoutez, docteur Simard, je vous regarde travailler depuis quelques heures, là, ce reportage sur la première pelletée de terre pour l'agrandissement de l'hôpital de Dolbeau. C'est ça. Vous savez que dans la télévision communautaire, on procède d'une manière un peu spéciale. C'est qu'il n'y a pas de réalisateur à proprement dit. Vous savez, le grand patron qui gère tout, là. Hein? Ouais. À ce moment-là, c'est que tout artisan dans l'équipe a droit de parole. Et c'est lui qui va devenir réalisateur s'il est meilleur que tous les autres. Alors, c'est donc, c'est réellement une œuvre communautaire. Hein? Ouais. Et c'est ce qui suscite de l'intérêt parmi les artisans à ce moment-là, parce que vous allez développer de cette manière-là le sens humain, et puis je pense que c'est beaucoup plus facile. Parlez-moi donc des difficultés que vous avez eues aujourd'hui dans votre reportage. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile, sur le plan technique, par exemple? On n'a jamais de difficulté. C'est la première fois que vous tenez la caméra comme ça à l'extérieur d'un studio? Aujourd'hui, non, c'est pas la première fois. On a eu l'occasion d'un rallye organisé par les professeurs de Normandin. Puis il y a d'autres occasions aussi qu'on a eu à sortir avec l'équipement. Et vous avez l'impression que vous commencez à être à l'aise avec le petit appareil qu'il y a ici? Moi, je suis à l'aise avec. La machine et moi, on fait quart. Eh bien, c'est chanceuse. Ça, je l'ai senti dès la première semaine, durant les 15 heures intensives qu'on a fait au début, là, au mois de septembre. J'ai senti que la caméra, pour moi, c'était mon ami. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de difficulté particulière? Aujourd'hui, bien certain qu'il y en a eu. L'éclairage, moi, c'était pas bon, pas du tout. L'éclairage, puis principalement aussi les personnes que je voulais prendre. Il y avait tout simplement 2 ou 3 personnes qui étaient devant elles. Je ne pouvais pas crier, dire « ôtez-vous de là, moi, je veux les prendre ». C'était ça, la principale difficulté. Ensemble, les gens se placent mal devant votre caméra, quoi. Justement. c'est pas de leur faute, c'est nous autres qu'il faudrait qu'ils changent d'angle. D'accord, je vais aller voir Laval maintenant, qui, paraît-il, a eu des problèmes, lui, assez particuliers. Nervosité, Laval, quoi? Peut-être, parce que, il y a une chose, en fait, c'est que je ne suis pas caméraman de métier. Je suis toujours occupé du côté technique de l'affaire, puis aujourd'hui, je suis servi comme caméraman, alors... La première fois? Non, c'est pas la première fois, mais seulement qu'il y a bien des petites choses, des fois, que je peux oublier. Monsieur Saint-Pierre, lui, c'est ça. C'est un retraité, si je ne me trompe. Oui, je suis retraité depuis le mois de mai 1970, après 33 ans, comme technicien d'industrie laitière. Et puis, lorsque la télévision communautaire s'est installée à Normandin, on a parlé de bénévoles, alors j'ai accepté, je suis à faire pour aller au studio pour leur aider. Et vous vous intéressez à quoi en particulier? Dans la technique? Oh, dans la technique, et puis ensuite de ça, puis oui, vous comptez de quelqu'un pour les transporter avec une machine, et puis ceux qui veulent embarquer avec moi, embarquent avec moi, puis on va à l'endroit où le tournage se fait.
La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, forte de 270 000 habitants en 1961, avait perdu près de 25 000 habitants en 1966. Le Lac-Saint-Jean-Ouest, où se trouve Normandin, avait essuyé à lui seul une perte de 8 000 âmes. Normandin est un bourg agricole né au tournant du siècle dans un secteur qui tire principalement sa subsistance de l'agriculture et de la forêt. En plein cœur du village, nous trouvons la coopérative fondée en 1935. Elle fait un chiffre d'affaires de près de 3 millions de dollars et emploie durant l'été plus de 60 personnes. Le propriétaire du réseau de câbles à Normandin, comme à Girardville d'ailleurs et à Saint-Thomas-d'Idyme, est M. Alfred Picard. L'installation à Normandin remonte à 1955 et elle permettait jusqu'ici d'obtenir une réception acceptable des émissions diffusées par les postes de Chicoutimi et de Jonquière. Mais il ne serait pas rentable d'étendre le réseau dans les rangs, par exemple, de sorte que les émissions produites sur le canal 3 ne peuvent rejoindre une fraction importante de la population. C'est là une limitation qui pèse lourd sur le projet, de même que les rivalités entre les paroisses du secteur, toujours vives. Le comptable à la coopérative, M. Clément Nadeau, directeur de la coopérative et cultivateur aussi, M. Antonio Leveille, cultivateur, et M. Albert Dion, le président de la coopérative. Alors, nous allons tout simplement discuter ensemble de ce qui se passe, en fait, à la coopérative. Alors, M. Bellavance, comment c'est né ici, ça, l'idée de la télévision communautaire? La télévision communautaire est, en quelque sorte, née à la suite du projet TVEC. Le projet TVEC avait apporté sur le territoire ici d'une équipe d'animation. Et il y avait des animateurs qui étaient affectés au projet TVEC et puis qui avaient créé dans chacune des paroisses, chacun des secteurs, des équipes de participation. Alors, ces équipes ont continué à travailler même après que le projet TVEC se fut en allé, se fut retiré du territoire. Et puis, aujourd'hui, dans certains secteurs, elles sont demeurées très vivantes. Et puis, je crois que c'est la même équipe qui a donné naissance à un projet de télévision communautaire, profitant d'une aide qui lui était offerte par l'ONF. Oui. À ce moment-là, est-ce qu'on pense surtout à la transmission de connaissances, de cours académiques, ou à faire de l'animation par des moyens comme celui-là? La télévision communautaire est certainement un moyen d'animation d'abord. Et je crois que c'est un moyen d'animation peut-être supérieur à tout ce qu'on a exploré dans le passé. Parce que c'est une communauté qui se prend en charge elle-même. Et c'est là qu'est l'important. Je crois qu'une communauté qui, elle-même, décide un bon jour d'étudier ses problèmes, qui se réunit autour d'une table, qui se projette, qui se regarde en quelque sorte dans un miroir, pour employer une expression chère à certaines gens de l'ONF, s'anime par elle-même. Et ça, c'est peut-être mieux que ce qu'on a pensé dans le passé, que l'animation devait être faite par des gens de l'extérieur qui venaient animer une population. Je crois que c'est la population qui s'anime elle-même, et ça, c'est très important. Ça devient réellement de l'animation communautaire. Ici, vous avez une région rurale, agricole, qui a vécu de l'agriculture jusqu'à présent. Puis qui de moins en moins vit de l'agriculture, mais cherche un point de raccrochement au point de vue vie économique, là. Puis c'est le gros problème de la communauté actuellement, ça. Puis c'est ça qu'il faudrait étudier ensemble, il faudrait travailler ensemble, convertir les gens à un nouveau monde, au fond. Et jusqu'à maintenant, dans un village comme Normandin, le curé, ça, c'était un monsieur qui était à peu près tout-puissant. Si les gens s'emparent comme ça de la télévision, là, ils vont peut-être remettre en cause votre pouvoir, là, vous, votre prestige, là, vous, votre omnipuissance d'avant. Mais tant mieux. Vous en seriez content? Tant mieux. Bon, on a vécu, évidemment, une période que tous les Québécois ont vécu jusqu'à présent, d'une présence d'église un peu lourde. Vous avez l'église ici, vous n'avez qu'à regarder la lourdeur de l'église, puis vous avez l'image exacte de cette présence lourde de l'Église dans la société du Québec jusqu'à présent. Mais
qu'on débâtisse cette société d'une certaine façon pour la reconstruire, là, en appelant une participation des gens de plus en plus grande. Moi, je serais absolument satisfait. Puis, je ne demanderais pas autre chose. Et puis, j'y collaborerai à la construction de la société de demain, moi. Mais j'y collaborerai avec les autres. Alors, Mme la mairesse, vous avez entendu parler du projet de télévision communautaire, hein, ici à Gérardville? Oui, on en a entendu parler un peu. Les gens sont bien intéressés, ils ont bien l'espérance que ce soit vraiment pour eux une source de renseignements et puis de... Qu'est-ce qu'ils voudraient faire sur tout ça? Il y a quelques 1700 citoyens, là, 1800 citoyens à Gérardville. Oui, environ de 17 à 1900 hommes. Ouais, ça pourrait servir à quoi, au juste, dans ce coin-ci? Ça pourrait servir à renseigner les gens sur, premièrement, leur industrie, tout ça, et puis surtout au point de vue toute la technique de la télévision, puis les services que ça pourrait leur rendre. Ils pourraient demander souvent bien des choses, et puis ça pourrait aider la population. Et on a un petit peu peur, quand même, que ça serve surtout à Normandais. Hein? Oui, bien, les gens ont toujours la crainte que ça... ils ont la crainte surtout que ça amène à centraliser plutôt dans les grands centres. C'est surtout ça la crainte des gens. Et puis, l'argent que ça peut coûter des fois. Il y en a combien d'employés ici, là, au moulin, M. Darvaux? Sur les deux chiffres? Tout ça serait bien. Ça te moulin? 75-80. 75-80. Il y en a autant dans le bois? Ah oui. Ouais, ça fait quand même une grosse entreprise, ça, hein? Beaucoup. Ouais, ça fournit de l'ouvrage à peu près à la majorité des familles de Saint-Thomas-du-Dim? On travaille toutes à Saint-Thomas-du-Dim, mais c'est quasiment la majorité des familles travaillent toutes ici. Vous êtes chanceux, quand même. Il n'y a pas de chômage? Si on n'aura pas ça, on sera tous des chômeurs. Ouais. Parce qu'il n'y a rien bon de ça. Ouais. Ça va aller bien, cet hiver, là? Ça va bien. En tout cas, c'est au marché, c'est comme d'habitude. Ouais. Vous avez entendu parler de ça, le projet là, de télévision communautaire de Normandais? Oui, on a entendu parler, mais... Êtes-vous allé voir les émissions? Non. Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir des émissions en Normandais? Non, ça n'a pas donné. Non. On a entendu parler de ça. Pas bien, ça passerait ici, ça n'a pas passé. Est-ce que ça vous intéresserait qu'ici, à Saint-Thomas-du-Dim, où il y a le câble, là, vous ayez la possibilité de faire des émissions? Oui. On aimerait ça parce que maman chez nous, on voulait écouter ça le jour, puis il n'y en avait pas. Ouais. Ça vous intéresserait d'en faire? Ah, moi, ça va voir ça, là, comment ça marche un peu partout. Ouais, participer à ça, quoi. On garde ça, faut pas participer. Ouais. Ça fait pas longtemps qu'on a entendu parler de cette chose-là, de télévision communautaire. Ça nous intéresse, mais on n'est pas assez renseigné pour pouvoir donner une opinion assez prononcée, si vous voulez, tout de suite. Ouais. Est-ce que vous êtes intéressé un peu, quand même? Oui, en autant que ça pourrait nous être utile, on serait intéressé. Ouais. Et vous voyez pas... C'est ça. Quand il nous arrive des surplus que le normal, c'est assez dur de prévoir ça pour les gens. Puis leurs revenus ne sont pas assez hauts non plus pour avoir des choses supplémentaires. Ouais. Est-ce que les gens d'ici ont absolument besoin de ça, là, pour arriver à se parler et arriver à discuter de leurs problèmes? Je pense pas. Je pense pas qu'on a besoin de ça encore, du moins pas pour Astor. Peut-être que ça viendra que c'est obligé, mais pour Astor, je le pense pas. Parce que quand même, ici, à Saint-Edmond, les gens se rencontrent très souvent, puis peuvent discuter de leurs affaires très souvent. Assez souvent. D'ailleurs, la paroisse n'est pas absolument grande. On se rencontre presque toutes les semaines. Tout le monde se sont donné la main. On se rencontre assez souvent. Puis vous allez aussi à Albanel, à Normandais. À Normandais, presque tous les jours. On va là, un peu partout. On vit dans un milieu... Puis vous voyez pas concrètement ce que la télévision communautaire pourrait ajouter à ces contacts que vous avez déjà, quoi. Il y a déjà une communauté qui existe, puis qui est pas mal étroite, là. Je pense que ça pourrait apporter certaines améliorations, surtout du point de vue scolaire, si vous voulez. On a commencé par nous emmener l'instruction, qui s'appelait, pour ainsi dire, elle devait être gratuite à tous les échelons. Et c'est une chose qui... Je ne sais pas, mais moi, pour ma part, ça me plaît pas parce que je paye certainement assez fort pour l'instruction gratuite.
Ça, c'est la première chose qu'on vous a apportée. Puis la deuxième, là, vous avez l'impression que la télévision communautaire, c'est la même histoire. Là, j'ai l'impression que la télévision communautaire va nous emmener des coûts encore approximatifs, que c'est quelque chose qui va nous chercher dans notre porte-monnaie. Et vous disiez l'autre jour, avec une histoire comme la télévision communautaire, ça pourrait être la révolution dans 5 minutes à travers la province, s'il y en avait partout les télévisions. Ah, j'avais un peu cette idée-là. Naturellement, c'était mon point de vue, pour commencer. Regardez, nous avons la radio, télévision à la grandeur du pays, mais si nous avions seulement que des petits circuits fermés un peu partout dans la province, je ne sais pas, dans une crise comme nous avons traversée dans le mois d'octobre, je ne sais pas si le peuple aurait été un peu plus bouleversé. Il y aurait peut-être eu des petits coins jusque la télévision, les communautaires, qui n'auraient pas eu la même idée que d'autres. Et que Radio-Canada pourrait peut-être pas tout contrôler dans ce temps-là. Ouais, mais est-ce que vous êtes opposé à une petite communauté, là, un secteur comme Normandin, Albanel, Saint-Edmond, Girardville? Ben, moi, je suis complètement opposé à ça. Vous êtes opposé à ça? Ah, complètement. Il faut qu'Albanel, ça demeure tout seul, autonome? Albanel peut rester tout seul. À l'heure actuelle, Albanel, on a tous les systèmes qu'il faut pour vivre chez nous. Pourquoi aller se camper après une autre municipalité? Parce qu'on va toujours être les derniers à avoir les services. Disons qu'avec la télévision communautaire au village, c'est pas mal plus proche que Jonquière, que CKRH Jonquière, ou CJBM Chicoutimi. Ça va être un peu plus votre télévision à vous? Ça va être un peu plus notre télévision à nous. Il y arrive, c'est que, je sais pas, mais j'ai trouvé que la télévision communautaire, après d'avoir eu les discussions, puis les renseignements voulus, que c'était valable. C'était valable pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que ça permet aux gens du milieu de pouvoir s'exprimer, avoir accès à la télévision. Parce que je pense que la télévision, que c'est rentré dans les mœurs et ça va devenir de plus en plus important. Ça fait partie du foyer et ça rentre dans nos foyers. Alors, il rentre un message qu'on pourrait dire, par exemple, presque à sens unique. Donc, on ne peut pas beaucoup avoir d'influence sur les nouvelles, sur ce qui se passe, sur ce qui se dit. On entend surtout parler de nouvelles internationales, de nouvelles nationales et même provinciales. Exemple avec FQ, par exemple, disons que depuis un mois et demi, c'est à peu près rien que de ça qu'on entend parler. Et je pense qu'il est important que dans notre région, dans notre coin, que les gens, les moins nantis, peuvent s'exprimer, peuvent se rencontrer, puis peuvent discuter de leurs problèmes propres à eux pour pouvoir faire front commun auprès de leurs besoins qui leur sont propres. Pour le maire d'Albanel, la télévision communautaire va accélérer un changement déjà trop rapide. Pour le maire de la paroisse de Normandin, elle pourrait permettre de contrôler une évolution inévitable. Le débat dans le secteur court toujours, mais il est vrai que l'avenir a un visage particulièrement inquiétant si l'on considère que là où il y a présentement 100 enfants entre 7 et 11 ans, il n'y en a plus que 75 entre 2 et 6 ans. C'est pourtant ici que les principaux artisans du projet de télévision communautaire ont voulu lancer l'expérience pilote. Jean-Pierre Lamonde, 28 ans, plus ou moins montréalais. Je vous retrouve dans le Rang Nord, à Normandin, engagé dans un projet de télévision communautaire. Qu'est-ce que vous faites ici exactement? Il s'agit d'un projet qui a une dimension régionale, mais toute la pensée, la création du projet, les étapes parcourues à date dans ce projet-là ont presque toutes été réalisées ici à Normandin. Les étapes, le projet, c'est quoi exactement la télévision communautaire pour vous? Pour moi, la télévision communautaire, eh bien, on l'a répété depuis un bout de temps, on le présente toujours comme ça, c'est un moyen de communication qu'un milieu se donne pour assumer ses problèmes.
C'est tout simplement, je crois, un biais pour le milieu de s'engager pour résoudre ces problèmes. On parle de problèmes. Le milieu n'a pas uniquement des problèmes. La télévision communautaire doit être là pour favoriser l'expression du milieu. Uniquement le fait pour une communauté, je crois, de pouvoir se projeter à l'écran, nous autres, on pose comme hypothèse qu'en soi, c'est porteur de changement. Parce qu'en se projetant à l'écran, on a la chance de se réajuster. Et puis je crois que pour un milieu ou une communauté, c'est un peu la même chose. Et qu'est-ce que peut-être, dans le cadre d'une expérience comme celle-là, qu'un milieu se paye, si vous voulez, s'offre, c'est-à-dire se montrer à lui-même par le truchement de la télévision, qu'est-ce que peut être le rôle de l'Office national du film? Celui d'un instrument qui apporte l'équipement technique, par exemple, ce que vous avez fait ici? Actuellement, le rôle de l'ONF dans ce projet, c'est tout simplement de faciliter la mise sur pied du projet. Actuellement, on la facilite à 2 niveaux. D'une part, sur le plan technique, on a ici le matériel magnétoscopique qui permet d'opérer la télévision communautaire. On a un bonhomme qui s'appelle Claude Delorme, qui est ingénieur technicien, qui assure l'entraînement des personnes à la manipulation des instruments. Il assure aussi la mise sur pied de studios. Un deuxième niveau, je travaille avec des gens du milieu, et en particulier avec un bonhomme de la régionale, Maurice Villeneuve, à la réalisation ou la mise sur pied du projet global, parce que le projet, comme on l'a mentionné, s'étend au territoire de la régionale Louis-Aymon, c'est-à-dire d'une part Normandin, Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien, éventuellement Lac-Bouchette et Notre-Dame de la Dorée. Maurice Villeneuve, on dit que vous êtes un gars du coin. C'est vrai, ça? Du coin, oui. Ouais. Un grand coin. C'est-à-dire? De la régionale Louis-Aymon, Comté-Roberval. Oui. Mais vous êtes originaire d'où dans tout ça? Là? Je suis originaire de Saint-Stanislas, à 10 000 de Dolbeau. J'ai déjà travaillé ici à Normandin. Actuellement, je demeure à Roberval. Vous êtes animateur social. On a l'impression que vous êtes une sorte de curé volant. Une sorte de? Curé volant. Curé volant. La régionale vous délègue pour vous occuper de la télévision communautaire. Oui. Alors, comment c'est arrivé, ça? Oui. C'est que au début de l'année, au mois de septembre, quand il y a eu une semaine intensive, moi, je travaillais pas précisément là-dessus. Maintenant, j'étais à Roberval, j'étais engagé sur un autre projet. Les gens de Normandin, avec d'autres personnes, m'ont demandé de venir pour leur aider. Une fois que l'aide a été commencée, tout ça, la semaine intensive... Les aider comment, là? Les aider comment? Les aider comment à mettre sur pied cette semaine-là, cette semaine intensive, pour travailler avec des équipes de travail, tout ça. Des caméras, puis ça, bâtir des émissions. À la suite de l'intuition qu'on a eue au cours de cette semaine-là, ces personnes-là voulaient continuer pour faire ce projet-là, le rendre permanent. Alors, j'ai eu un OK pour 2 mois. Ensuite, ça a pris encore plus d'ampleur, de sorte que je suis posé travailler toute l'année là-dessus. Ouais, mais pourquoi vous venez faire une expérience comme celle-là? Pourquoi vous lancez ou vous contribuez à lancer une expérience comme celle-là dans un secteur qui, si on fait le compte, se vide en quelque sorte de sa population, qui va vers les centres plus dynamiques, comme Dolbeau-Mistassini, par exemple, ou Roberval de l'autre côté? Bon, disons qu'à la suite d'études faites, ça peut paraître ça, que le secteur se vide. Moi, je dirais pas qu'il doit se vider. Il y a un tas de ressources puis un tas de possibilités dans le coin. Si on fait rien avec ces gens-là, peut-être qu'il se videra. Oui, mais où ils sont présentement, les jeunes de 20 à 30 ans, par exemple? Est-ce qu'ils restent ici? Les jeunes de 20 à 30 ans, il en reste ici, mais il en part beaucoup. La majorité, je pense. La majorité, pas mal. Ouais. Et c'est dans un milieu comme celui-là que vous lancez une expérience de télévision communautaire. Vous allez la faire avec qui, alors? Avec les très jeunes puis les très vieux? Avec les très jeunes, puis il y en a d'âge moyenne aussi, avec qui on peut travailler. Il y en a qui sont à la retraite, il y en a qui ont 35-40 ans, qui travaillent dans les moulins, il y en a d'autres qui sont étudiants, les plus jeunes. Donc c'est les moins de 20 ans et les plus de 30 ans? Oui. Qui forment la majorité de nos effectifs? C'est la majorité de nos effectifs. C'est certain qu'il y a un trou. Ouais. Disons, entre 20 et 30 ans, il y a un trou qui se produit. Ouais. Maintenant, il y en reste de ces gens-là. C'est certain que c'est peut-être les forces les plus dynamiques du milieu qui manquent. Mais peut-être que c'est une raison qui doit nous motiver encore à travailler ici? Oui, à faire plus de communication pour que les gens se prennent en main puis qu'ils voient
Mais est-ce que c'est pas un mouvement irréversible? Là? Si les jeunes quittent, est-ce que le milieu va pas de plus en plus se dépeupler? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt travailler sur les pôles dynamiques, comme Dolbeau-Mistassini, ou les autres secteurs qui croissent là, démographiquement puis économiquement? Je ne serais pas exclusif dans ce que vous dites là. Non. Je ne serais pas exclusif. C'est pas parce qu'on projette dans 10 ou 15 ans qu'il va y avoir moins de monde qu'on ne doit pas s'en occuper. Je ne crois pas que ce soit une raison valable. Tu penses qu'ici, ça va continuer à Normandin, l'expérience dans le secteur normandin? J'espère. Je crois qu'on a le potentiel pour le faire. Puis je me dis une chose aussi, si c'est pour demeurer seulement qu'une petite gang comme nous autres qui est ici, là, qui font fonctionner ça, moi je serais plus intéressé à ce moment-là. Ça va... Disons, j'aime pas le fait que c'est toujours les gens qui ont fait les fausses pour les autres, puis c'est toujours les mêmes. Tu voudrais que ça implique plus de monde, non? Que ça ramasse plus de monde. Exactement. Pour le moment, c'est pas réussi encore. Ça déborde pas le cadre d'un petit groupe. Ça commence tranquillement. Écoutez, faut débuter. Ouais. Mais penses-tu que c'est vraiment nécessaire dans un milieu comme... Je pense à Albanel, par exemple, d'où tu viens, toi. Les gens, ils se rencontrent, ils se parlent, ils ont toutes sortes de contacts, ils peuvent discuter à l'église, l'hôtel de ville, au centre de loisirs. Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait en plus la télévision communautaire? Parce que ça va coûter des sous, quand même. Vous affirmez que les gens se parlent. Je ne crois pas. Les gens ne communiquent pas tellement entre les paroisses, entre le conseil du village puis le conseil de la paroisse, entre les lacordaires et puis un autre mouvement. Moi, je trouve qu'il manque beaucoup de communication dans le milieu. C'est le fait qu'il y a eu des communications qu'il y a de la télévision communautaire. Et puis, il en manque encore beaucoup. Puis j'espère que la télévision communautaire va permettre aux gens de communiquer. Mais si on admet, par exemple, que les jeunes s'en vont volontiers vers des centres plus grands, des villes plus grandes, est-ce que la télévision communautaire, ça va les faire rester ici, ça? C'est un élément, tu sais. Moi, je pense que le manque de communication invente dans le milieu une sorte d'ignorance de nos ressources et puis un manque d'esprit communautaire un peu. Et puis, si les gens réussissent à se regrouper de plus en plus et d'avoir une information aussi qui est plus propre à eux-mêmes, vont découvrir des choses. Ça va aussi aider. Si l'expérience est réussie vraiment, là. Hein? S'il y a communication, les gens vont développer probablement des nouvelles industries, des choses, ils vont exploiter mieux ce qu'on a ici. Les jeunes vont peut-être trouver des emplois.